L'idée étant maintenant de réfléchir un petit peu aux postures des adultes face au numérique. Là, on a parlé un peu des adolescents, maintenant on va parler un peu des adultes. Donc Bruno Harley, qui est médecin responsable de l'unité pédopsychiatrique, c'est ça? À Bron. Ah ben... Bonjour à vous. Donc je suis médecin pédopsychiatre et j'étais responsable d'une unité d'hospitalisation pédopsychiatrie au Vinatier pendant quelques années, mais en ce moment je suis praticien hospitalier en disponibilité. Je travaille dans un centre de soins pour adolescents, soins-études, qui appartient à la MGEN, voilà, à la limite de la Savoie. Merci, donc on va vous laisser présenter un peu ce que vous avez à présenter sur en quoi le numérique bouscule-t-il nos postures éducatives. Et ensuite, Marion Aza, je vais vous laisser vous présenter aussi, et pourra échanger et intervenir. Merci. Moi, je suis psychologue clinicienne, maître de conférence à l'Université de Poitiers, et je fais partie de l'association Open également. Je fais partie du Collège international de l'adolescence et de l'Institut du virtuel Seine-Ouest. Juste en introduction, donc le thème en quoi le numérique bouscule-t-il nos postures éducatives? Je voulais redonner 2-3 petits chiffres qu'on avait commencé à présenter tout à l'heure, mais il me semblait intéressant de se dire que 81% des 13-19 ans ont leur propre smartphone en 2017, donc sur une étude de l'année dernière, qui est une étude d'Ipsos qui s'appelle Junior Connect, qui est hyper intéressante, je vous invite à aller la voir. Et quelques chiffres aussi d'évolution, où aujourd'hui, les 13-19 ans passent 15h11 en moyenne par semaine, c'est une moyenne. C'est 1h30 de plus qu'en 2015. Donc 2017-2015 plus 1h30. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution des pratiques, où il y a, on l'a dit un peu, la vidéo. Aujourd'hui, il y a 96% toujours de ces 13-19 ans qui regardent des vidéos sur YouTube, avec 80% qui ont un compte YouTube. Et c'était 45% en 2016. Les pratiques évoluent très très vite. Voilà, c'était une petite introduction de cette conférence et je vous laisse commencer. C'est vrai. Merci. Alors je propose qu'on commence par un divertissement de 2 minutes 30 pour rentrer de plein pied dans le sujet. Je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà ce que je vais montrer, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout. Et je crois que c'est intéressant quand même. C'est parti, Jean-Baptiste. Voilà, vous venez de voir quelques extraits d'un des grands succès de la vente de jeux vidéo, GTA V. Mon intérêt personnel pour les effets des jeux vidéo date de l'époque où je me suis rendu compte, peut-être en 2007 ou quelque chose comme ça, que dans la banlieue où je travaillais à l'époque, en banlieue parisienne, la plupart de mes petits patients qui venaient pour des problèmes de comportement, d'anxiété ou d'autres, pouvaient jouer à ça. Enfin, c'était la version 4 à l'époque, un tout petit peu moins réaliste, mais tout aussi savoureux. Voilà, en tout cas, moi, mon intérêt pour la question de l'effet des écrans date de cette époque-là. Et en réalité, maintenant, cette question de l'effet de l'exposition à la violence est devenue un sujet parmi 10 000, en réalité. Il y a de la littérature scientifique, en veux-tu, en voilà, sur plein de sujets connexes. Et quand Jean-Baptiste m'a... Alors, je devrais quand même déclarer un autre... C'est pas un autre conflit d'intérêts du tout, mais depuis l'année dernière, je fais partie d'un groupe de cliniciens qui rencontrent des enfants, orthophonistes, psychologues, psychiatres, etc., médecins généralistes, pédiatres, enseignants, qui a créé ce qu'on appelle le collectif surexposition écran. Donc on a un intérêt particulier sur les effets d'une exposition massive aux écrans. Et bizarrement, alors en France, croyez-le si vous voulez, mais on n'a pas de chiffres clairs du temps passé, de la distribution des temps passés. Vous venez d'entendre une moyenne, par exemple. Mais une moyenne, on ne connaît pas forcément l'écart type, combien d'enfants de 3 ans passent plus de 4 heures devant une télé. Et alors après, on a des grands scientifiques français qui font mine de s'étonner quand ils apprennent que des enfants passent plus de 3 heures, 4 heures, 5 heures sur les écrans. Ben, quelle surprise! Et qui limite se disent qu'on devrait alerter la protection de l'enfance. Je peux vous dire que la protection de l'enfance, elle est déjà bien surchargée, même sans ce genre de situation, et que je pense tout à fait comme ma collègue grenobloise qui vient de s'exprimer, qu'il y a des tas de choses qu'on peut dire aux parents qui les informent. Et quand Jean-Baptiste m'a proposé de
venir et d'intervenir à cette journée. En fait, bon, j'ai été partagé pour différentes raisons, j'y reviendrai peut-être un tout petit peu. Mais voilà, moi je m'exprime en tant que clinicien et en même temps, dans le groupe, certains sont plus ou moins parents. Enfin, et puis, depuis ces 10 dernières années, j'ai beaucoup d'échanges avec des parents, des enseignants, des collègues sur ces questions-là. Et en préparant cette journée, j'ai demandé à Jean-Baptiste, je dois reconnaître que je n'ai jamais été scout, et j'avais besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce qui était important pour les scouts. Je comprends que vous êtes en train de vous questionner sur la place votre posture par rapport éducative, trice, par rapport au numérique. Et Jean-Baptiste m'a dit le but du scoutisme, c'est de faire des citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix. Et je me suis dit, tiens, je vais partir de ces qualificatifs pour voir en quoi ce que je perçois des difficultés des enfants face au numérique paraît faire un lien entre les deux. Et puis aussi, il m'a dit, c'est le premier mouvement d'éducation populaire en France, c'est quand même pas rien. Et voilà, moi je ne suis pas du tout, enfin, je suis très occasionnellement enseignant, mais ce n'est pas mon domaine principal. Mais j'ai envie de revenir sur quelque chose de très simple. C'est important d'incarner ce qu'on veut transmettre comme valeur. Et la représentation que j'ai du scoutisme, c'est quand même beaucoup des activités où on est ensemble, où on fait des choses, où, je ne sais pas, c'est peut-être une idée complètement usurpée, mais je ne crois pas, enfin, de ce que j'en sais. J'ai des cousines qui sont scouts, enfin voilà. Et je comprends qu'il y a beaucoup quelque chose de l'ordre d'une certaine qualité de la relation à autrui. Et j'entends quand même qu'il y a des gens qui questionnent ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose de la relation avec l'envahissement du numérique? Alors évidemment, il y a de bons arguments pour dire ça. Et je voudrais dire aussi que contrairement à ce qu'on peut penser, les gens qui tiennent le discours que je vais tenir ne sont pas du tout nécessairement technophobes. Personnellement, j'étais en club informatique à partir de l'âge de 10 ans. J'ai fait beaucoup de programmation. Dans le groupe, je passe plutôt pour être assez à l'aise avec les ordinateurs. Et ce n'est pas du tout le point de vue de la personne qui se sentirait dépassée par ses passions. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit d'ailleurs. Hein. En fait, quand ça a été testé chez les adolescents, souvent leur niveau de recherche sur Google ou ce genre de choses est faible, mauvais. Enfin, quand on n'a pas les outils de la pensée qui permettent de penser les liens logiques entre les choses, on n'est pas plus capable de faire une recherche Google efficace. Vous voyez, on met le premier mot qui vous vient et on prend la première occurrence qui sort. Autrement dit, c'est pas très intéressant. Donc voilà, il se trouve que j'interviens dans un contexte par contre régulier qui est celui des enseignants en musique. Et j'ai coutume de dire que de nos jours, c'est une chance incroyable que les enfants ont parfois d'avoir une demi-heure par semaine de contact en relation duel avec un adulte qui est attentif. Et j'entends mes étudiants en musique qui ont été parfois eux-mêmes récemment élèves ou sont encore élèves me dire mais ils ont cette expérience par exemple du prof de musique qui est dérangé par son portable, qui envoie des textos pendant qu'il joue, vous voyez ce genre de choses. Et certainement qu'il y a une intrusion dans la qualité de la relation. On entend des choses tout à fait étonnantes. J'ai entendu récemment un pédiatre qui racontait des accidents maintenant en salle d'accouchement dans les maternités parce que les mamans sont tellement occupées à se prendre en photo qu'il y a des bébés qui sont tombés quand même. Donc voilà, c'est évident qu'il y a quelque chose à apprendre d'une forme de régulation et on comprend bien que même chez les adultes, c'est pas simple, a fortiori chez les enfants. Alors voilà, je voudrais partir de heureux, utiles, actifs et artisans de paix. Heureux, en tout cas, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'un petit peu de réseaux sociaux n'empêche pas forcément d'être heureux, mais en général, les gens qui y sont beaucoup, ils vont plutôt pas très bien, psychologiquement. Donc on pourra toujours discuter de ces recherches-là en termes de causes et de conséquences. Hein. Évidemment, c'est peut-être les gens qui vont pas très bien, qui sont plus sur les réseaux sociaux. Mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont été faits aussi pour qu'on y aille beaucoup. Et dans des proportions qui sont absolument spectaculaires. Et là, je parle des réseaux sociaux, mais je pourrais parler des petits jeux en réseau gratuits où on m'a rapporté régulièrement que certains renvoient des mails aux enfants quand ils ne jouent pas, qu'ils ne se connectent pas, pour leur demander d'y retourner. Et puis ensuite, si l'enfant n'y retourne pas, ils les menacent. Ils disent, mais si tu ne joues pas, on va te déconnecter pendant une semaine du jeu. Vous voyez, ce genre de choses. Donc tout c'est quand même fait d'une façon remarquable. En plus, comme c'est des produits gratuits, le modèle, c'est qu'il faut y retourner pour que ce soit rentable. Donc, comme disait un ami chercheur, Michel Desmurget, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait écrit TV Lobotomie, il faut comprendre que c'est nous le produit dans ces cas-là, si le produit est gratuit.
Et par rapport à l'idée qu'on manque de recul, on n'a pas assez de recherche, moi j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup de recherche qui a été faite sur la télévision et elle n'est pas invalidée parce que l'écran deviendrait interactif. Vous voyez, ça c'est un peu un dogme du texte Avis de l'enfant et les écrans de l'Académie des sciences. La télévision, on cherche dessus depuis 60 ans. Il y a eu beaucoup de recherches de fait. C'est pas bon pour le développement de l'attention. Jusqu'à présent, quoi qu'on en dise, la fréquentation des jeux d'action, par exemple, n'est pas bonne pour le développement de l'attention endogène. Mais le développement de l'attention endogène, c'est la seule qu'on veut voir se développer chez un enfant, puisque l'autre, on est avec. Autrement dit, la réaction aux stimuli qui clignotent. Donc si on veut développer une attention de bonne qualité, comme dirait Jean-Philippe Lachaud, dont je vous recommande le livre « Le cerveau attentif », il vaut mieux le faire sur un stimulus neutre et sans saveur. Hein. D'où tout l'intérêt d'ailleurs à l'heure actuelle pour les pratiques méditatives, et qui prônent d'ailleurs souvent la déconnexion, hein, ça va un petit peu de pair. Donc vous voyez, à Davos, on vous fait déconnecter, et en ce moment à l'école, on vous fait connecter. Chercher l'erreur, enfin ça dépend d'ailleurs des écoles, hein, puisque si vous êtes en général très riche et à la Silicon Valley, il semblerait que vous allez plutôt mettre vos enfants dans les écoles sans écran. Donc, vous voyez, il faut du bon sens quand même. Il faut savoir ce qu'on veut développer chez les enfants, il faut savoir quelles économies on veut faire aussi par rapport à notre modèle d'éducation. Alors voilà, ça fait partie des petites réserves que j'avais. Il se trouve que M. Romer de l'Observatoire de la parentalité et l'éducation numérique s'est pas mal exprimé récemment dans un article sur Ginger, un site internet, et qu'il a pris position d'une façon assez hostile contre une des collègues du groupe auquel j'appartiens sur la surexposition écran. Et en même temps, c'est sympa de pouvoir discuter. Je suis content, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. Mais c'est vrai que je suis gêné quand je vois que l'Observatoire il est soutenu par Google, non ? Pas du tout. La Voix de l'enfant, par contre, a fêté ses 35 ans chez Google France. Là, je n'exagère rien. Bon, on n'a forcément pas tous les mêmes points de vue sur ces questions-là. Mais on sent qu'en ce moment, c'est important qu'il y ait du numérique dans des tas de circonstances. Voilà. Et à la limite, numérique, c'est un mot qui veut dire tout et rien. Enfin, je parlais du développement de l'attention. Prenons le développement de l'attention. J'ai dit les jeux d'action. Mais je suis parfaitement au courant que Magnus Carlsen, le champion d'échecs, il travaille sur un logiciel pour faire des progrès aux échecs. Et j'ai pas du tout l'idée que c'est délétère pour ses facultés attentionnelles. Je pense que les siennes sont très très bonnes, au contraire. Mais il faut regarder l'usage réel qui est fait des écrans par nos enfants, patients, scouts, etc. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, je tire pas dans les coins, c'est le jeu dont j'entendais le plus parler en consultation. Vous voyez, ou celui-là où j'aurais pu en prendre un autre, Call of Duty si vous voulez. Mais, et ça pose des sérieuses questions, vous voyez, et même de l'avis des gamers que je connais, et même de l'avis du gars du syndicat des concepteurs de jeux vidéo que j'ai croisé une fois à la Fondation pour l'Enfance, ça lui posait problème de savoir que beaucoup d'enfants jouaient à ça, vous voyez, mais en même temps à qui ils le vendent, hein, et le vendeur de la FNAC qui m'expliquait un jour que de toute façon un petit arriverait à la FNAC, achèterait le jeu en question, on ne pourrait pas lui refuser, parce qu'il n'y a aucune interdiction, ça s'appelle un refus de vente. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant de connaître ces petites choses-là. Alors, développement des compétences intellectuelles. Il faut quand même voir en ce moment le résultat des études sur les performances scolaires et le numérique. Je veux dire, on pourra toujours dire que c'est parce que les enseignants ne sont pas formés, c'est parce que... J'en sais rien, je ne sais pas. Mais pour le moment, les études PISA, c'est beaucoup de termes positifs avec plutôt des résultats négatifs. Autrement dit, il faut un peu de numérique, mais pas trop. Un peu, c'est, d'après leurs chiffres, 2 fois par mois. Vous voyez, au-delà de 2 fois par mois, les chiffres chutent en termes de performance scolaire. Donc c'est intéressant de voir ce que c'est que dans le numérique à l'école qui serait souhaitable à l'heure actuelle. Les MOOC, merveilleux les MOOC. On peut apprendre des trucs vraiment sur les MOOC, je pense vraiment en tant qu'adulte. Mais moi, la dernière fois que j'ai voulu faire des probabilités et que j'ai regardé le MOOC du professeur de Harvard qui s'appelle Blitzstein, je n'exagère rien si je vous dis que c'est une super vidéo d'un cours incroyable de probabilité d'un gars qui arrive avec une craie et qui fait un cours au tableau noir. Vous voyez ? Pas au TBI, au tableau blanc interactif. La question des ordinateurs aussi versus crayon, vous voyez, c'est pour l'apprentissage des lettres, le crayon est meilleur. Pour la mémorisation, le crayon est meilleur. Le geste graphique est extrêmement important.
Voilà, c'est les travaux de Marique Loncan et Jean-Luc Vellet, chercheurs français. Donc, à l'heure actuelle, il y a aussi beaucoup de tâches qui, comment dire, s'appauvrissent avec le numérique. Et je vous donne un autre exemple fascinant. J'ai rencontré plein d'enfants qui vous disent « j'ai appris à jouer aux échecs ». Alors là, je m'attends à ce qu'ils me disent « mon grand-père m'a appris à jouer aux échecs » ou un truc comme ça. Et l'enfant me dit « non, j'ai appris sur l'ordinateur, sur Internet ». Et alors en général, c'est sur jeuxgratuits.com, hein, c'est pas non plus avec Chessmaster. Et vous prenez un échiquier, l'enfant il y a passé des heures, hein, et vous vous rendez compte qu'il est incapable de bouger une pièce en fait, il les bouge au hasard. Alors vous cherchez à comprendre ce qui se passe, et vous comprenez rapidement que sur l'ordinateur, quand il appuie sur le cavalier, il voit 2 cases vertes qui s'allument. Quand il appuie sur le pion, il voit 2 cases vertes qui s'allument. Autrement dit, il clique sur les cases vertes, et jamais il intériorise la règle. Vous voyez, et ça a été testé aussi. C'est-à-dire que du point de vue du numérique, finalement, plus l'objet vous aide, moins vous intériorisez. Alors on peut externaliser plein de choses. Il y a même des gens qui pensent qu'on peut externaliser notre mémoire. C'est vrai, tout est sur Internet, c'est vrai. Mais à ce moment-là, Alzheimer va se rapprocher sérieusement. Parce que c'est tout cet usage qu'on a de notre mémoire dans l'enfance qui fait qu'on va aussi engranger des compétences pour le reste, vous voyez, pour la suite. Et j'ai envie de parler d'un sujet qui m'est vraiment cher. Et je suis content parce qu'en fait, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois depuis ce matin, c'est la question de l'attachement. S'il y a bien un domaine en psychologie du développement qui me passionne, c'est la question de la théorie de l'attachement. Et j'ai pas envie de rentrer dans le débat de l'addiction, vous voyez, mais c'est des sujets qui sont proches. Quand on s'occupe de personnes qui ont des problèmes dits d'addiction, on comprend que rapidement, il y a des questions autour, évidemment, qu'il peut y avoir des prédispositions de toutes sortes, mais il y a des questions autour de la question d'individuation, de séparation, de capacité à se séparer, d'être autonome, au sens où le disait ma collègue tout à l'heure. Ça a à voir avec la sécurité d'attachement. Il y a des circonstances de la vie dans lesquelles c'est plus difficile de développer une bonne sécurité d'attachement. La maltraitance, les deuils, toutes sortes non résolues, enfin de toutes sortes de choses. Et par rapport à l'attachement, il me paraît assez clair, pour ce que j'ai pu rencontrer d'enfants et même maintenant d'adolescents avec des problématiques, on pourrait dire pour être très officiel, d'usage problématique, puisque le mot d'addiction fait bondir certaines personnes, pas dans cet amphi ce matin, mais dans les médias en ce moment beaucoup. Et donc usage problématique, eh bien souvent il y a une problématique d'attachement sous-jacente, et il me semble, et ça c'est quelque chose dont on peut faire tous l'expérience avec ou sans problématique d'attachement, que les médias à écran, aussi intéressants puissent-ils être, fonctionnent pour nous, êtres humains, comme des simulateurs de présence. C'est-à-dire, si je suis seul et que je ne supporte pas bien d'être seul, j'allume ma télé. Si je ne supporte pas bien d'être seul et que je suis sur Facebook, eh ben, je ne ressens plus ce truc-là. Or, une des grandes tâches du développement, c'est le développement de cette capacité à être seul. C'est ça aussi qui nous permet d'être en relation de façon chouette avec les autres. Ça associe à une bonne régulation des émotions, une bonne gestion des conflits, une bonne estime de soi. C'est associé à plein de trucs, en fait, cette sécurité d'attachement. En fait, il faut être bien attaché avec des êtres humains pour pouvoir aussi se séparer. Enfin, c'est des concepts très liés. Et à l'évidence, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai observé chez mes patients, une grande fréquentation des médias à écran donne l'impression d'être connecté en permanence, ne permet plus de faire l'expérience de la solitude, de construire un monde intérieur, une intériorité. J'entends aussi que les scouts, il y a une dimension catholique, si j'ai bien compris. Et je pense que là, on pourrait même toucher à quelque chose de spirituel, hein, une capacité à être avec soi-même qui est importante, pour être avec autrui, vous voyez, et aussi de pouvoir par exemple, pour vivre le conflit avec quelqu'un, ça c'est des choses que j'observe chez mes patients. Des patients qui ont des grandes angoisses d'abandon sont incapables d'entrer en conflit avec quelqu'un. Souvent, ils le font quand même, malgré eux. Mais ils en ont tellement peur, parce que penser différemment de la personne à côté, c'est risquer de se séparer, finalement. Et quand on n'est pas suffisamment autonome, quand on n'est pas suffisamment individualisé, c'est insupportable. Donc moi, je pense qu'on a la grande problématique, finalement aussi, au-delà de cette question-là, et pareil, ma collègue en a beaucoup parlé, c'est le sentiment de compétence. Et je pense que c'est important de se sentir compétent sur des tas de choses qui n'ont rien à voir avec le numérique à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est-à-dire que j'espère que chez les scouts, on continuera à jouer de la guitare, à chanter des chansons, à faire plein de choses que j'imagine qu'on fait chez les scouts, ou de faire des choses avec du bois, monter des tentes et tout ce que vous voulez. Et si on est compétent à quelque chose en numérique, j'espère que ce sera tout sauf ce que font la plupart des gens sur des ordinateurs.
Vous voyez, que les gens programment des robots ou fassent du Python, tout ce que vous voulez, ou même jouer aux échecs sur un ordinateur. C'est sans doute des situations où on peut sentir son niveau de compétence augmenter. Là où être sur les réseaux sociaux, ou tout ça, on reste dans quelque chose de surface. Regardez des vidéos sur YouTube. J'ai bien aimé aussi la question de l'engagement. Vous voyez, des activités qu'on explore en profondeur. On est dans une société du divertissement et ça n'a pas attendu le numérique. Je vous conseille le livre excellent qui s'appelle « Se divertir ou se distraire à en mourir » de Neil Postman, Nova Édition, il y a quelques années, préfacé par Michel Rocard, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, un excellent livre où déjà, il soulève cette question de, puisqu'on est dans un monde de divertissement, il faut que tout ce qu'on nous mette soit en permanence accessible. Si vous commencez une émission de télé et que 2 minutes après vous ne comprenez plus rien, vous passez à une autre. Donc il faut que ce soit en permanence accessible. Vous en connaissez beaucoup, vous, des sujets intéressants qui vous ont donné dans votre vie l'impression d'être compétent, qui étaient à ce niveau de superficialité? Aucun. Vous voyez, si on veut avoir le sentiment d'être compétent, mais il va falloir se les coltiner les vidéos avec le gars sur l'écran et qui fait des probabilités. Puis je vais vous dire, il ne va pas falloir seulement se coltiner les vidéos, il va falloir se coltiner les exercices après. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas parce que ça va clignoter dans tous les sens que vous allez pouvoir vous développer la capacité à les résoudre. Si vous n'y passez pas du temps, si vous dites, mais c'est pas un peu d'énergie, et ça repose beaucoup sur votre capacité à supporter les émotions négatives, qui est tout le contraire de ce qu'on développe dans le monde très réactif de j'ai un like, j'ai pas de like, et ce genre de choses. Comme j'ai un temps raisonnable et du temps pour discuter après, je voudrais juste mentionner un petit guide que je trouve chouette, La famille tout écran, du Clémy, C-L-E-M-I. C'est un guide qui est totalement gratuit, et où il y a un certain nombre de conseils pour la vie quotidienne, sur la gestion des écrans dans les familles. C'est certainement plein de bon sens. Ils promeuvent quelque chose qui me paraît très chouette. Si j'ai 3 minutes ou 4 minutes, je vous montre le petit dessin animé qui a été fait. Je ne sais pas si c'est le cas. J'ai le cas? C'est le cas. Alors je vais vous montrer le dessin animé. Parce que, voilà, un autre truc sur lequel on ne serait sans doute pas d'accord avec Thomas, c'est que dans son interview, il explique que dire ne pas faire ci, ne pas faire ça, ça ne marche pas. Moi, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai vu plutôt des études qui disaient que ça pouvait marcher. Et surtout, dire qu'il ne faut pas faire ci, pas faire ça, en expliquant aux parents pourquoi il ne faut pas le faire et dire sur quoi ça repose, c'est très efficace. Moi, je veux dire, la collègue qui a fait cette vidéo, copine psychologue, Sabine Duflo, ça fait des années qu'elle bosse avec des familles pas forcément qui ont fait des études, mais qu'on peut en avoir fait, etc. Je vous assure qu'il y a un très bon niveau d'adhésion à ce qu'elle propose. Et ces conseils sont des conseils, à mon avis, fondés sur de la saine recherche et de l'expérience clinique, et sont plutôt efficaces. Ce petit dessin animé a pour but de rendre accessible aux gens ce dont elle parle. Je le trouve excellent. Je suis très content que le Clémy se soit approprié. Donc c'est l'œuvre d'une collègue psychologue, Sabine Duflo, qui fait partie du collectif. Voilà. Salut, moi, c'est Kevin. J'ai 8 ans. Je vais vous raconter ma journée. Je me lève très tôt. C'est comme ça. J'ai comme un réveil dans la tête. Une fois réveillée, je regarde mes cartoons sur ma chaîne préférée. Mes parents se lèvent plus tard. Eux, ils prennent leur café dans la cuisine en regardant les infos. Moi, ma mère m'apporte mes tartines au salon. Elle dit que je mange mieux quand je suis devant la télé. Le soir, ma mère vient me chercher à l'école. On peut monter un peu le son, s'il vous plaît. En rentrant, elle veut toujours vérifier mes devoirs. C'est galère, parce que j'aime pas l'école. C'est pas fun. Et puis souvent, j'ai envie de dormir, surtout le matin. Après mes devoirs, ma mère me laisse tranquille. Alors je vais dans ma chambre regarder la télé. Sinon, je joue en ligne sur mon ordi jusqu'à l'heure du dîner. 2 heures cool avec mes super-héros, ou alors je joue en ligne à Fun Massacre, un jeu interdit aux moins de 16 ans, mais tout le monde y joue. Moi, depuis que j'ai eu ma tablette à 5 ans, je joue que sur écran. Le soir, on mange tous les 3 devant la télé. Après le dîner, la télé reste allumée. Ce qui est pas cool, c'est que j'arrive jamais à m'endormir. Je me relève plein de fois. Et puis la nuit, je fais des cauchemars. Alors je vais dans le lit de mes parents. Ça, faut pas le dire. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. Une vie normale, quoi. Normal. Peut-être. Sauf que dans la tête de Kevin, il y a des monstres qui reviennent toutes les nuits. Ça s'appelle des cauchemars. Kevin dort mal. Du coup,
Il somnole le matin en classe et l'après-midi, il est très agité. Sauf que Kevin a beaucoup de mal à fixer son attention en classe. Du coup, il a de mauvaises notes et il lit avec difficulté. Sauf que Kevin ne sait pas s'occuper autrement qu'avec des écrans. Sans eux, Kevin tourne en rond. Quand les écrans sont éteints, c'est la panique. Kevin ne sait pas être seul. Comment aider Kevin à combattre toutes ces difficultés? Il existe une solution simple. Redonner à l'enfant le temps volé par les écrans. Voici 4 pas pour mieux grandir, pour retrouver le temps perdu et rendre la vie de Kevin plus cool. Ça commence par pas d'écran le matin, car ce sont des capteurs d'attention. Ils fonctionnent un peu comme la baguette d'un sorcier. Lorsque Kevin est devant, il n'a pas d'autre choix que de les regarder. Du coup, le cerveau de Kevin ne peut développer une attention volontaire nécessaire pour réussir à l'école. Pas d'écran pendant les repas. Quand la télévision est allumée pendant les repas, ses parents et Kevin se parlent moins. Or, c'est en se parlant qu'on développe un bon langage. Et un bon langage nous permet de réussir à l'école. Pas d'écran avant de s'endormir. Les dessins animés, les films, sont remplis d'images qui font peur et inquiètent pour retenir captif le spectateur. Le cerveau n'a pas le temps de les traiter. De plus, la lumière bleue des écrans retarde l'entrée naturelle dans le sommeil. Le feu vert qui nous dit « va dormir » se détraque. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Avoir un écran dans sa chambre, c'est un peu comme avoir un paquet de bonbons sur sa table de chevet. On craque plus facilement et on en consomme 2 fois plus. En plus, les parents ne peuvent pas surveiller ce qui se passe à l'écran. C'est un peu comme s'ils laissaient grand ouvert la porte de la maison sans vraiment regarder qui y entre. Ils protègent mal leur enfant. Voilà, les 4 pas sont très faciles à appliquer. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de s'endormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Vous pouvez mettre les 4 pas en pratique dès maintenant. Vous verrez, ils vont rendre la vie de vos enfants et la vôtre plus cool. Bon, voilà, j'espère que c'était pas trop rapide, c'est-à-dire que Moi, c'est pas beaucoup, 35 minutes. Voilà, je vais m'arrêter peut-être pour aujourd'hui et je pense qu'on peut peut-être avoir un temps de discussion ou de klaxoon. Merci beaucoup. Avant de prendre klaxoon, Marion, est-ce que vous avez une réaction, des questions? Bon, merci pour cet exposé qui soulève plein de questions, parce qu'il y a effectivement sur la question du numérique et des enfants, des ados, de l'éducation, beaucoup de pistes sur lesquelles on peut partir. Et qui peuvent effectivement, enfin j'ai noté toutes les précautions que vous avez prises au début de l'exposé. Je crois que souvent quand on parle du numérique et notamment les jeux vidéo, enfin comme vous l'avez présenté au départ, on est souvent dans des débats qui peuvent très rapidement opposer des étiquettes qui vont être mises entre technophobes, technophiles, alors qu'au final je pense que ce qui est important c'est plutôt de remettre au centre l'enfant, l'adolescent, la parentalité, et que ça nous intéresse tous, psy, éducateurs, toutes les personnes qui accompagnent les enfants et les adolescents. Donc au final, il me semble qu'il y a certains débats qui sont caduques et qui ne mènent pas à grand-chose, et que pour moi, le constat qui est important, c'est de se dire à l'heure actuelle, les écrans, le numérique, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les téléphones portables, les tablettes sont présents dans le quotidien. Et c'est difficile de se dire on fait complètement sans. On voit bien que certaines décisions qui sont soit prises, soit évoquées dans les écoles, dans certaines sphères publiques, que ce soit pour les enfants ou pour les adolescents ou pour les parents, d'interdire complètement, on voit que c'est rarement tenable. Donc c'est important de se dire c'est présent, et donc si c'est présent, comment on accompagne, comment on éduque, comment on fait avec ces outils-là, et justement en considérant que ce sont des outils qui vont avoir, comme plein d'autres outils, des aspects positifs et des aspects négatifs. Et je pense que c'est peut-être là qu'on peut jouer un rôle d'accompagnement, tout comme
je sais pas, la voiture, ça peut être un formidable outil, très pratique, et en même temps hyper dangereux si je mets une voiture dans les mains d'un ado de 11 ans sans lui avoir appris du tout les panneaux, le code de la route, etc. Donc on voit bien le côté binaire de ces outils à chaque fois, du côté positif et du côté négatif, si on n'en fait pas une éducation. Pour donner un exemple, vous nous avez montré, alors on voit, tout à l'heure on parlait de la présence des écrans, des images, la surreprésentation des images, et vous avez choisi d'introduire en montrant ces images-là de GTA, ce qui vient questionner finalement pourquoi on a besoin aussi de montrer ça. Je peux répondre à ça. Hein. Oui, non, mais voilà. Et donc en fait, on voit qu'il y a cette captation aussi par certaines images qui se passent de mots à certains moments. Et pour l'exemple de GTA, c'est, si on reprend la classification PEGI, un jeu qui est déconseillé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour les moins de 18 ans. Et donc effectivement, ce qu'on y voit quand on est adulte, et justement vous l'avez montré ici, un public d'adultes, on a vu des scènes de violence, de sexualité, et vous ne vous êtes pas posé la question de ce que ça allait choquer, parce que ce sont des adultes qui sont en face. Et donc potentiellement, ce jeu est accessible à partir de 18 ans. Mais effectivement, si on laisse un enfant de 6 ans acheter ce jeu, alors à 6 ans, c'est pas lui qui va l'acheter, ce sont les parents, ou en tout cas qui vont le payer. Ça pose des questions, effectivement, et vous donniez l'exemple de ce vendeur qui dit je n'ai pas le droit de ne pas vendre. Il a le droit aussi de se positionner en tant qu'adulte responsable, et il a le droit d'expliquer aux parents pourquoi ce jeu-là n'est pas, puisque lui il est dans le rayon, il connaît ses jeux, même si l'enfant dit mais c'est un jeu super, tout le monde l'a, il a le droit aussi de se positionner en tant qu'adulte responsable et dire moi je ne souhaite pas vendre ce jeu pour votre enfant. Après il ne peut pas interdire la vente, mais il peut soit faire rentrer des sous dans la caisse de la FNAC, soit se positionner comme adulte responsable. Et ça c'est tout le paradoxe par rapport à plein d'autres choses, la vente d'alcool, de tabac pour les mineurs, etc. Donc on voit bien là le positionnement complexe des adultes. La question des écrans chez les tout-petits, gros sujet de polémique. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous qu'un enfant de 3 ans qui passe 4, 5 heures, 6 heures devant un écran, c'est pas du tout bon pour son développement psychologique, mais que c'est pas lui qui choisit ça, c'est pas lui qui demande ça. Et que s'il demande, c'est le rôle des parents de dire bah non, tu vas faire d'autres choses, et on peut à un moment donné partager un jeu sur la tablette, tu peux regarder un petit dessin animé sur la télé, mais après on fait d'autres choses ensemble, ou pendant on fait ensemble. Donc on revient pour moi à chaque fois à cette question du positionnement des adultes. Juste pour terminer, puis on va laisser le temps au débat, moi pour venir ici, comme je suis chercheur, j'ai aussi regardé qu'est-ce qui existait par rapport aux scouts et guides de France au niveau du numérique. Et donc je suis au top sur comment faire des nœuds carrés, comment nouer le foulard, comment fabriquer une cabane, comment scier du bois, comment faire le grand hurlement. Alors je ne savais pas... Enfin, en tout cas, plein de choses, puisque j'ai regardé des tutos. Et effectivement, sur ces tutoriels, on a des enfants qui peuvent être parfois petits, puisqu'il y a des farfadets qui font des tutos, jusqu'à des plus âgés. On a des parents qui font des montages vidéo des séjours de leurs enfants au camp. Donc on voit bien qu'il y a des espaces numériques qui sont là, des espaces qui pour moi sont positifs, qui sont utilisés pour montrer la créativité, pour montrer ce qui est possible, et qui se rattachent aux valeurs des scouts et des guides, de la nature, etc. Il y a des applications qui existent. Il y a une application Scout qui permet de partager des projets que l'on a quand on est... alors ça doit être pour les plus grands, pour les chefs. Voilà. Il y a des jeux faits pour les scouts, alors jeux où il faut se diriger, GPS, tout ça. Donc on trouve pas mal de choses quand on explore, et à la fois des choses qui peuvent être positives, mais aussi des choses qui montrent aussi que chez ces jeunes-là, il y a des jeunes qui sont en difficulté. Et j'ai été explorer des Snapchat, donc les réseaux d'images où on poste des photographies de jeunes scouts ou guides qui pouvaient poster des photos. Ça veut dire que les téléphones étaient bien présents
au moment de ces espaces-là, et certaines photos qui montraient, alors non seulement qu'ils avaient les téléphones, ce qui je crois n'est pas autorisé d'après ce que j'ai pu voir dans votre texte, mais aussi qu'ils pouvaient avoir d'autres choses, quelques produits illicites, etc. Enfin, voilà. Donc on voit la diversité des débats. Je laisse débattre. Merci beaucoup. Bruno, est-ce que vous avez une ou deux réactions? Et puis après, je vous proposerai de prendre quelques questions pour échanger avec la salle. Alors, oui, j'ai dit tout à l'heure que j'avais une réponse à pourquoi GTA. C'est vrai que j'ai une réponse à ça, sincèrement. J'interviens depuis longtemps sur des thèmes proches, des questions des effets des écrans. Sincèrement, à l'heure actuelle, moi, la question de la violence est presque un sujet annexe. Parce que je trouve que quand un enfant a des problèmes d'attention, de langage, de résultats scolaires, de sommeil, de fatigue, de tout ça, de toute façon à l'école, il est en général moins à l'aise et ça détériore ses comportements que qu'il y ait un effet ou non spécifique au fait de montrer des images violentes. Après, toute la recherche montre plutôt qu'il y en a un, même si on peut dire qu'il est modeste. Personne ne devient un grand tueur parce qu'il a joué à GTA. Tiens, je tiens à le dire ça. Mais en même temps, le grand spécialiste français des effets des écrans a quand même soutenu jusqu'à très récemment un effet cathartique de regarder GTA. C'est-à-dire vous regardez GTA et après vous êtes plus détendu. Vous avez défoulé votre agressivité. Vous voyez, ça, il n'y a aucune recherche qui a jamais réussi à le mettre en évidence. C'est quand même gênant. Alors après, vous voyez, ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un de pangolin, mais ce qu'il me disait, voilà, là-haut, et ce qu'il me disait de ce qu'ils font avec les jeunes autour du numérique, mais c'est bien, il faut faire des choses comme ça. Vous voyez, moi je me demandais, mais est-ce que ça existe toujours, les clubs informatiques, les endroits où on apprend à programmer, à faire des trucs avec des robots, à comprendre comment ça marche Internet, etc. Mais c'est aux antipodes, d'ailleurs, de la croyance qui est qu'on est digital native et qu'on comprend tout ça très bien. Moi je vois bien mes jeunes patients, je suis un peu effrayé parfois de la façon dont ils me parlent plutôt de ce qu'ils ne comprennent pas de leurs paramètres de sécurité sur Facebook, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple. Alors après, la question de GTA, parce que je vois que GTA revient beaucoup, en tout cas ça. Est-ce que, bien sûr qu'il y a plein d'autres jeux vidéo. J'ai envie de vous renvoyer au très joli documentaire d'Arte sur les jeux vidéo qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais il y a quelque temps, où ils ont montré un concepteur, tenez-vous bien, de jeux vidéo américains d'origine asiatique qui méditait sur la plage et qui avait fait un simulateur de petits nuages et de pétales de fleurs qui volaient. Super joli le jeu. Juste, moi, j'ai jamais rencontré un enfant qui y joue, mais jamais de jamais, ni un adolescent. Vous voyez? Donc, il y a ça aussi. Vous en avez déjà vu un? Oh, bah c'est chouette. Bon, non, mais voilà, il y a certainement de jolies choses, mais c'est pas... vous savez, en plus, il faut y aller prudemment quand on critique. Je critique pas le jeu vidéo. Il y a quelqu'un qui a demandé si, par exemple, tout était à jeter dans tout ça. Mais il y a des gens qui disent que GTA, c'est une critique intéressante de la société américaine, la scène de torture de Guantanamo, qu'il y a un second degré dans tout ça, que c'est chouette parce qu'on sent le cœur du bas qu'on torture qui bat dans la manette. Ça, vous l'aviez pas dans la vidéo, mais ça fait partie des bénéfices du jeu. J'ose pas critiquer parce que c'est une œuvre d'art maintenant le jeu vidéo, donc on peut plus le critiquer. Vous savez, depuis qu'il y a eu une exposition au MoMA et au Grand Palais à Paris, c'est une œuvre d'art, donc il faut y aller tout doucement. Je dis juste que pour les jeunes dont je parle et que je connais, qui sont inquiets, pas à l'aise socialement, tout ça, je pense pas que ça les aide de trop. Et accessoirement, pour devenir artisans de paix, je suis pas sûr que c'est ça qui va les inspirer le mieux. Mais voilà... Tout dépend des buts. Effectivement, donc les jeux ne se résument pas à GTA. Doit-on, nous, en tant qu'adultes, plonger là-dedans et apprendre à y jouer pour mieux connaître les dangers? Oh, c'est pas nécessaire. Regardez, il y a des recommandations américaines très simples que moi j'aime bien depuis 2009 parce qu'elles reposent quand même sur de la littérature de recherche qui disent pas d'écran avant 2-3 ans, pas plus d'1 à 2 heures par jour pendant l'enfance, adapter les contenus à l'âge et pas d'écran dans la chambre des enfants. Le même spécialiste français des écrans, il recommandait les écrans dans les chambres parce qu'il disait que c'était bien, on pouvait regarder chacun son film et après on pouvait parler dessus et partager. Vous voyez, c'est qu'une affaire de point de vue, mais il n'y a aucune recherche qui soutient ça. Là où, dans l'autre côté, il y a quand même de la recherche sur le sujet. On en regarde 2 fois plus quand c'est dans la chambre, enfin ce que dit Sabine dans sa vidéo.
Le monde actuel et futur sera connecté. Quand les psys accompagneront-ils les profs, les éducateurs, les parents à se former au numérique plutôt de les culpabiliser? Juste avant de repasser à cette question qui me semble vraiment intéressante, et juste sur la question des jeux vidéo, Marion, vous avez une réaction? Oui, pour montrer vraiment la multiplicité et les possibilités, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas que des jeux vidéo violents. Moi, j'utilise en thérapie avec certains jeunes et au bout d'un moment de la thérapie, parce que je me dis ça peut être intéressant avec eux, mais comme j'utilise aussi les Playmobil, le Uno, enfin d'autres, les Lego, etc. Enfin, j'utilise des jeux vidéo et donc dans mon cabinet il y a une console, il y a un écran assez grand pour qu'on puisse regarder ensemble ce que fait l'enfant ou l'ado. Et assez étonnamment, donc tout est à disposition. Il y a la boîte de Lego, la boîte de Playmobil, la console. Et assez étonnamment, les enfants, quand ils arrivent dans le cabinet et qu'ils disent « Ah bah tiens, on va jouer », ils vont rarement vers la console. Et donc ça peut questionner aussi. C'est-à-dire que, même moi, hein, je m'étais dit, il va y avoir un effet comme ça, d'accrochage. Et en fait, non. Et il y a des enfants qui jamais ne vont vers cet objet-là et qui vont vers les jeux traditionnels, plus classiques, qu'on connaît. Et il y a des enfants qui vont aller vers ces jeux-là. Il y a des enfants à qui je vais proposer, moi, de jouer aux jeux vidéo, mais à certains jeux vidéo, qui sont des jeux vidéo où on va travailler des choses du côté du lien, la relation d'aide, la confiance, et j'utilise pas GTA en thérapie, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques noms de jeux vidéo? On a parlé de Flowers, que je vous invite à regarder. Quel autre jeu, du coup, vous utilisez un peu parce qu'il y a des jeux très grand public comme GTA, en thérapie? Alors, moi, je me laisse aussi bercer par ce qu'amènent les enfants et les adolescents. C'est-à-dire, quand ils me parlent de certains jeux auxquels ils jouent, je m'y intéresse, je regarde. Alors, j'y joue pas forcément. Si je pense que ça peut être intéressant à avoir ensuite dans mon stock de jeux sur tablette, ordi ou console, effectivement, je vais y jouer pour pas utiliser un jeu sans l'avoir jamais utilisé et me dire oui, ça doit être bien, puis finalement me retrouver avec des scènes un peu bizarres avec des enfants qui peuvent être à certains moments fragiles. Donc, moi, je pense que c'est important de regarder ce que c'est les jeux, de regarder des vidéos de ces jeux et parfois de les utiliser si on veut les utiliser avec les enfants ou les ados. Donc j'utilise Minecraft, après j'utilise un jeu qui s'appelle Sport, où c'est l'évolution depuis une petite cellule jusqu'à ce qu'on arrive sur Terre. J'utilise des mini-jeux de petits concepteurs de jeux, de petites boîtes de jeux vidéo, Chapitre The Quest, des petits jeux point and click, où on doit aller de pièce en pièce, explorer. Après, j'utilise Skylanders, j'utilise Zelda. En fait, j'utilise différents jeux qui sont des jeux grand public, et à partir desquels l'idée, c'est vraiment de faire ensemble, de voir la collaboration, de voir le récit qui est fait, les identifications aux personnages, etc. S'il vous plaît. Oui. Moi, je trouverais bien de jouer aussi avec GTA. Parce que si c'est le jeu qui est le plus utilisé, il faut pouvoir, et Xavier Pomereau le fait, le psychiatre à Bordeaux, là, il joue sur les avatars justement. Il va se servir du jeu qui est le plus utilisé pour après demander mais qu'est-ce que tu y gagnes à jouer à ce jeu-là? Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes ça? On va travailler sur les représentations des uns et des autres. On va travailler sur les conséquences des actions qui s'y passent aussi. Moi, quand mon fils y jouait à l'époque, il y a longtemps, quand je voyais qu'il y avait plus de points quand on massacrait un noir ou quand on écrasait une pute, justement, ça me questionnait et du coup, je lui posais la question aussi. Alors que là, pour de bon, que si on efface cette expérience qu'ils ont le plus souvent, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils y font, quoi. Alors c'est sûr que c'est pas thérapeutique au sens où vous l'entendez, mais... Non, c'est que moi Merci. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser en thérapie parce que j'ai pas eu de jeunes qui jouaient à GTA, qui étaient dans des problématiques particulières, et donc je vais pas amener ce jeu-là s'ils y jouent pas. Voilà, c'est par rapport à ça. Si vous savez ce qu'ils racontent, ils s'autocensurent pas forcément. Je voudrais savoir où on peut trouver un endroit où on peut rencontrer un certain nombre de jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui ne joueraient ni à GTA ni à Call of Duty, mais il y a peut-être des biais de recrutement, je sais pas, peut-être c'est peut-être en pratique libérale ou des choses comme ça. Voilà, peut-être ça peut expliquer une partie
Enfin, c'est étonnant, hein. Je Oui, vous mais assure, quand on regarde les... J'utilise pas le jeu vidéo avec tous Allez, les il y a jeunes. FIFA aussi qui arrive en 3e, je reconnais, il y a les jeux de foot. Ouais. Il n'y a pas que GTA et Call of Duty, il y a FIFA aussi. Désolé pour toute la publicité que je fais pour ces produits qui marchent pourtant déjà bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser le jeu vidéo en thérapie avec tous les jeunes. Et donc j'ai des jeunes qui jouent à Call of Duty ou à ces types de jeux, mais pour lesquels je ne juge pas nécessaire Je comprends. d'utiliser le jeu vidéo comme médiation. Mais je voudrais faire une remarque d'ailleurs à ce propos. Il y a souvent des gens pour nous dire, nous on observe des comportements sur des enfants, et puis je ne parle pas que de la violence, je parle de l'anxiété aussi. Hein. J'ai vu des enfants qui n'arrivaient plus à monter à l'étage, ou fermer les volets autour de la maison, monter à l'étage aux toilettes, des choses comme ça, une fois qu'ils s'étaient mis à jouer à ce genre de jeu à 11 ans, vous voyez. Et il y a toujours des gens pour dire que c'est pas vrai, ou il y a son manque de littérature scientifique, etc. Enfin, faut quand même bien voir le contexte. Hein. D'ailleurs, comme disait une des questions, c'est déconseillé en dessous de 18 ans. Donc, si vous faites un protocole de recherche pour tester, d'abord, vous trouverez pas beaucoup de parents qui accepteront, et surtout, vous passerez pas le comité d'éthique. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de parents dans la société en ce moment qui tentent un truc sur leur enfant, qu'en tout cas, un comité d'éthique ne laisserait pas passer si on voulait faire une recherche dessus. Hein. Et moi, je comprends que ce serait délicat en tant que psychologue de le faire, mais à la limite, avec l'accord des parents, puisque le font à la maison, vous voyez, je trouverais finalement pas absurde de tenter ce que disait notre collègue. Hein. Voilà, après, moi, ça me questionne du côté de ce qu'on communique à l'enfant, si on veut lui dire, bah, tu vois, moi, je pense qu'il y a un vrai souci que tu sois exposé à ça, mais on va quand même s'en servir. Bon, voilà, il y a... On avait 2-3 questions dans la salle. Vas-y, en bleu. J'arrive avec le micro. Moi, personnellement, j'utilise les jeux vidéo avec les jeunes bleus de 11 à 14. Et ils en parlent assez souvent. Et je leur recommande en fait des jeux comme Minecraft. Et aussi comme Echo, qui est un jeu qui permet d'apprendre les bases de l'écologie et de la coopération. Qui est un petit jeu de petit groupe de développement qui sont 3. Mais on parle souvent de jeux violents, mais ils y jouent, mais des trucs violents quand même. Et je trouve dommage de dire que les enfants ne trouvent pas en fait, leur partie d'autocritique sur les jeux à laquelle ils jouent. Il y en a pas mal qui, même s'ils y jouent, même s'ils sont bercés là-dedans, ils trouvent que ces jeux, ils sont immoraux, mais ils vont y jouer pour pouvoir jouer avec leurs camarades et ne sont pas sentir seuls. On revient aux questions de l'attachement aussi qu'il y avait tout à l'heure. Une réaction à ça? Par rapport à ce que vous dites, je comprends ce que vous dites, je trouve ça sympa que vous vous intéressiez à ça. Mais vous voyez, par exemple, Minecraft, qui était mentionné juste avant aussi, c'est pas du tout un jeu violent, ça, pour ceux qui savent pas, hein, c'est un jeu de construction de maisons, de mondes, etc. Mais ça rentre dans la catégorie des jeux massivement multijoueurs en ligne. Et je sais qu'on peut faire autrement, c'est quand même souvent le cas. Et c'est intéressant de savoir que, par exemple, les jeux violents ne sont pas forcément les plus agrippants du point de vue du potentiel, je vais éviter le terme d'addiction, alors de l'appétence. Mais par contre, les jeux massivement en ligne multijoueurs, c'est vraiment les trucs qui vous captent. Et pour des raisons psychologiques toutes simples, hein, bon, il y a évidemment ceux qui vous renforcent en vous envoyant des mails, comme je disais tout à l'heure, mais simplement le fait qu'on ne sait jamais ce qui s'y passe quand on n'y est pas. Ça questionne la notion de jeu d'ailleurs, parce qu'un jeu, traditionnellement, il y avait un début et une fin. Vous voyez, ça c'est un jeu qui ne s'arrête jamais, qui continue pendant que vous n'y êtes pas. Donc vous êtes potentiellement toujours en train de rater quelque chose. Et comme on disait tout à l'heure, on n'est pas tous armés de la même façon. J'ai entendu les deux points de vue ce matin, mais si je reviens même sur le modèle de l'addiction d'Oliver Einstein, qui est un peu une référence, la question de l'addiction, c'est toujours une rencontre entre un produit et une personne. Et on ne sait pas toujours qui aura la fragilité, qui l'aura pas. Donc il faut être attentif. Et c'est intéressant de savoir que ces jeux-là, ils comportent un risque supplémentaire que d'ailleurs ne comportent pas les jeux violents, bizarrement. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est plus addictif Minecraft probablement que GTA. Voilà, après, comme on a dit tout à l'heure, comme a dit ma collègue, tout le monde ne va pas devenir addict à Minecraft. Mais comme on est quand même... Comment dire, vous avez entendu les chiffres, hein, je veux dire, le numérique prend beaucoup de place dans nos vies. C'est chouette de l'orienter peut-être de façon intelligente, etc. Mais il y a tout le reste à faire. Hein. Voilà, moi j'ai un conflit d'intérêts. J'ai envie de faire la promotion de toutes les activités qu'on ne fait plus maintenant qu'on passe tout ce temps-là. Voilà, et qui donnaient aussi l'impression d'être compétent. Comme il nous reste une petite dizaine de minutes, je vous propose de passer un peu à un autre thème que les jeux vidéo.
Donc c'est pas, c'est pas la peine de dire tel jeu, il y en a qui sont bien, et tout ça. Heureusement qu'il y a des jeunes, effectivement, qui voient que c'est immoral. Mais tous les jeux ne posent pas un problème de moralité. Minecraft ne pose pas, à ma connaissance, de problème grave de moralité, dans le fond. Mais effectivement, pour savoir ce qui est immoral, il faut déjà avoir des références morales. Et par rapport à ce que vous disiez aussi, les jeunes savent que... je me méfie un peu de cette illusion, parce que si vous saviez le nombre d'enfants que j'ai rencontrés qui savent que c'est pas la réalité, qui savent qu'il faut pas le faire, qui savent que je sais pas quoi, mais qui en ont tous les symptômes de la personne qui est pas encore capable d'en faire quelque chose. Vous voyez, ça va des cauchemars aux images traumatiques, en passant par la peur, en passant par parfois, chez un petit, imiter les comportements violents. Vous voyez, je sais bien que c'est pas la réalité, mais quand vous voyez le gamin, c'est passé de mode, mais à une époque, on voyait des petits, ils faisaient du catch. Parce que c'était leur divertissement sur la Wii. Et je vous assure que quand des petits commencent à régler leurs problèmes en faisant des prises de catch, ça questionne quand même. Du coup, je vous propose de prendre une autre question sur la question de la formation. Alors la question était, quand le monde actuel et futur est connecté, quand est-ce que les psys accompagneront-ils les profs, les éducateurs, les parents à se former au numérique plutôt de les culpabiliser? Du coup, je vous propose d'élargir un peu la question en disant comment on forme les éducateurs, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse plus largement à justement ces questions de numérique. Marion, vous voulez peut-être commencer ou nous? Peut-être avec des journées comme aujourd'hui, tout simplement. Non, mais je crois que c'est important de pouvoir répondre à ces questions-là de façon directe, et aux préoccupations qui sont des préoccupations de terrain, en prenant en considération, c'est ce que je disais tout à l'heure, les outils sont là. Donc, comment on fait avec? Je pense que c'est plus ça l'idée, de comment on accompagne, plutôt que de se dire on met de côté et on laisse d'autres éducateurs dans d'autres lieux, d'autres temps, s'en occuper et gérer ça. Je voulais juste rebondir sur la question que je disais tout à l'heure, les jeux qui avaient traditionnellement un début et une fin. Quand j'avais été discuter avec des vendeurs de jeux vidéo, en fait, ça fait l'objet d'un petit film qui est maintenant sur Internet, sur YouTube. Mais un vendeur m'avait dit un truc que je trouvais très intéressant. En tout cas, moi, ça me rappelait des choses de mon enfance. Mais il disait, en fait, on est en train de revenir quand même à des jeux de partage où les gens sont dans la même pièce et jouent ensemble, vous voyez, par... la Wii ou ce genre de choses, ce qui était quand même un peu à l'origine du jeu vidéo. Et c'est très différent quand même du jeu où on est isolé chez soi, voilà. Et puis il y a quand même, c'est vrai que si on veut sortir de la question du jeu vidéo, je reviens à la définition du scout actif, citoyen actif. Il y a un livre que j'ai pas encore lu mais qui a l'air quand même tout à fait intéressant, qui est sorti en anglais récemment, où la thèse c'est que maintenant qu'on est extrêmement connecté, qu'on exprime notre avis de façon anonyme d'un clic sur tout, on est beaucoup moins engagé dans la société. Et il y avait des tas d'indicateurs qui montraient que, en fait, on pourrait dire c'est du somnifère social, c'est du soma au sens du meilleur des mondes. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est gênant quand même. La formation, on en fait sans arrêt. Il n'y a pas beaucoup des experts, donc on est demandé un peu trop souvent. Et voilà, des formations. Formation d'enseignants, moi je fais des conférences grand public 1 à 2 fois par semaine. Je suis psycho de l'ado dans la formation préparation au concours des conseillers principaux d'éducation. J'ai fait les Francas il y a 2 mois, je fais les scouts aujourd'hui. Bon, je veux dire, bientôt ce sera les CMEA. Enfin, je veux dire, vous avez, sauf que j'ai un métier à côté, quoi. Là, on peut pas. Et on dit, on n'est pas en train de culpabiliser. On énumère des faits, des constats. On peut constater des chiffres. Moi, je juge jamais personne. Sauf que, justement, on sait très bien que c'est difficile d'interdire, alors qu'il faudrait interdire ou frustrer, comme vous disiez tout à l'heure, de frustrer. Quand on dit c'est pas possible d'interdire, moi, un gamin de moins de 3 ans, on pourrait quand même interdire. Et aux parents qui ont des difficultés, je dis écoutez, dans ces cas-là, aux ados bien plus grands, par contre, qui sont vraiment très très accros à un usage fréquent, très problématique, je leur dis si vous saviez ce qui se passe dans le cerveau, imaginez qu'ils aient un joint dans les mains. Si pour vous c'est plus facile de penser au cannabis, vous arriverez à plus interdire les jeux vidéo, alors que la représentation du jeu qui est ça rend intelligent, ça multiplie des compétences, là ils arrivent pas, ils sont dans le paradoxe à cause de ça, quoi. Oui. Alors on parle d'interdire, mais un jeune, si on lui interdit quelque chose, il va trouver un substitut ailleurs. Mais oui, c'est pour ça que c'est pas interdire au sens interdiction unilatérale, évidemment. Oui. Je vous propose un substitut pour les jeux vidéo, c'est le jeu de société. Ben oui, exactement. Je vous propose de prendre une dernière question et ensuite de conclure cette table ronde.
C'est pas vraiment une question, mais comment dire. Ouais, déjà, je voudrais dire que moi, je crois que pour changer le rapport qu'ont les jeunes au virtuel, il faut déjà qu'on apprenne à être intransigeant envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un téléphone devant des jeunes. Quand on est en réunion scout, quand on est devant un public pour dire quelque chose, si on sort son téléphone à un moment, c'est mort. On grandit par identification à l'autre et en particulier par rapport à l'adulte, avec des figures adultes qu'on va prendre parfois pour modèle, sur lesquels on va s'identifier, parfois d'autres qu'on va rejeter et on va se construire par opposition à celle-ci. Donc il faut déjà qu'on commence par être intransigeant envers nous-mêmes et savoir ce qu'on veut, quoi. Et après, un deuxième point, c'est sur la question de la souffrance. Vous en avez parlé. Alors il n'y a pas de recherche, mais je pense que la recherche, elle peut avoir une limite, c'est qu'elle essaye de... La recherche, elle s'attache à décrire et à démontrer le réel, à trouver des similitudes dans le réel qui permettent d'aboutir à une conclusion et d'en faire une généralité. Tandis que la notion de souffrance, et en particulier le virtuel, s'attache à quelque chose qui n'est pas. Et l'idée de GTA, moi je crois vraiment qu'il y a une forme de catharsis, comme on peut le dire, où en fait toute la souffrance inconsciente de nos vies qui est due à notre histoire personnelle, aux frustrations non exprimées, qu'on ne maîtrise pas et qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient, s'extériorise dans ces jeux-là. Voilà, conscient aussi, s'extériorise dans ces jeux-là. Et je crois qu'il y a vraiment il y a un tournant anthropologique vraiment avec le virtuel, dans la mesure où on sait plus se regarder dans les yeux. Et on existe dans notre humanité, dans notre individualité, uniquement par les regards qu'on échange. Et je peux témoigner de ça parce que je suis parti 6 mois en Afrique, au Togo, et je suis parti sans smartphone parce que je n'en avais pas. Et le réseau internet était absolument médiocre, ce qui fait que j'ai fini par ne plus y aller parce que 10 minutes pour charger une demi-page Facebook et qu'on peut même pas répondre aux commentaires, vous finissez par plus y aller. Donc je n'avais que l'écriture pour survivre parce que j'étais dans un environnement qui pouvait pas me comprendre et qui pouvait pas me regarder dans les yeux. Et quand je suis rentré, personne m'a jamais demandé, je disais, ça a été dur, personne m'a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé. Et le virtuel nous empêche, en fait on perd conscience de nous-mêmes et on perd conscience de l'autre, parce que on sait plus se regarder, et donc on ne peut plus s'exprimer dans notre individualité, et en particulier dans nos souffrances. Et maintenant, quand on sort avec les copains faire la fête, à chaque fois, je m'interpose dans une baston. Parce qu'il y a une souffrance, et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a une violence immense, un déchaînement de... On parlait de bouc émissaire tout à l'heure, il y a certainement un peu de ça. Il y a un déchaînement de violence immense sur les réseaux sociaux parce qu'il ne peut plus s'éprouver dans le réel à travers les regards qu'on échange. Merci. Est-ce que vous avez en une minute une réaction pour terminer? Oui, j'ai envie de nuancer la question de votre explication. Là, il y a un déchaînement de violence sur les réseaux sociaux parce que ça ne peut pas s'exprimer dans le réel. Je ne sais pas si c'est la seule explication. Moi, j'ai par exemple une expérience très récente. Vous voyez, cette collègue qui a été beaucoup attaquée dans les médias pour une alerte qu'elle lance sur des symptômes graves qu'elle constate chez des enfants. Il y a en ce moment un déferlement de violence sur réseaux sociaux contre elle. C'était très intéressant de voir comment ça a été fait. Il se trouve que la personne, c'est fait de façon anonyme. La personne a créé une page Facebook anonyme en usurpant le nom en plus de l'association Autisme France, ce qui est d'une grande élégance, #Autisme France. La personne est web designeuse et community manager. Moi, je peux vous dire, il m'a fallu une demi-heure pour savoir qui c'était sur Facebook, ça m'a fait très plaisir. Mais comment dire, l'anonymat, là, clairement, c'est comme, à mon avis, les toilettes des gares, si vous voulez. On voit un déferlement de trucs dans les toilettes des gares, on se dit, mais qui écrit des trucs pareils? C'est parce que c'est anonyme. Il y a plein de gens, peut-être parmi nous, qui ont envie de temps en temps de dire des trucs comme ça. Et ils le font dans les toilettes des gares. Et bien maintenant, ils le font contre quelqu'un dans un réseau social. Ça peut arriver. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que des effets négatifs. Ça a des côtés sympas, les réseaux sociaux. Mais là, pour ce qui est du déchaînement de violence, je pense que l'anonymat est un facteur de risque important. Marion, si vous avez une petite réaction aussi en une minute. Je vais nuancer tout. Je fais la balance. Par rapport à la question pour revenir... J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Par rapport à ce que vous disiez là sur l'investissement du réseau social et le fait de
plus vouloir se regarder en face. Enfin, plus arriver à se regarder en face. Il y a des recherches qui sont faites à l'heure actuelle par des sociologues auprès des jeunes, collégiens, lycéens. Et ce qui ressort de ces recherches, c'est que les adolescents, quand on leur demande ce qu'ils souhaitent en premier, est-ce que c'est être en lien via les écrans, réseaux sociaux, etc., ou être en lien directement, leur première demande, c'est être en lien directement. Mais on voit aussi que dans des familles, c'est plus facile de dire à l'ado qui a 14 ans et qui veut sortir en ville, ben non, reste là, ce qui était évoqué tout à l'heure, parce qu'on sait qu'ils sont dans leur chambre, on sait ce qu'ils sont en train de faire, ou à peu près, plutôt que de dire, je suis d'accord pour que tu ailles sur la place de la mairie, ou que tu prennes le bus, ou que tu prennes, etc. Enfin, donc, c'est important de nuancer ça, c'est-à-dire, effectivement, il y a cet attrait pour ces outils-là, mais c'est pas forcément quelque chose qui est complètement clivé. Enfin, le virtuel, vous disiez, je m'arrête sur ça, c'est ce qui n'est pas. Enfin, et on est ici dans une définition qui est un peu pauvre finalement du virtuel, puisque le virtuel, c'est pas opposé au réel. Si le virtuel c'était ce qui n'existait pas, ce qui est faux, finalement on s'en ficherait. Enfin, ça poserait pas de problème que des enfants ou des ados ou des adultes passent des heures et des heures sur un réseau social, sur un jeu vidéo, si c'était rien. Ça n'aurait pas d'effet. Il n'y aurait pas des jeunes qui se retrouvent à déprimer ou en grande difficulté par rapport à des insultes sur des réseaux sociaux si ça n'existait pas. Donc ça existe bien, sous une forme qui est une forme décalée de la matérialité, ce qui est tangible, notre environnement matériel, mais pourtant ça existe bien et ça a des effets, et on voit que tout ce qui se joue, ça se joue maintenant sur ces deux registres, l'environnement, là on est en direct, mais aussi ce qui se joue à côté dans les espaces numériques. Voilà. Merci. Thomas, tu voulais juste réagir une minute avant de conclure la conférence. Déjà, je voulais remercier Bruno d'être venu, parce que je sais que, sachant que j'étais là, il n'avait pas forcément envie de venir. Ça, je pense je pense que tout le monde l'avait compris. Néanmoins, je voulais préciser, parce qu'à partir du moment où j'ai on va dire, je vais appeler ça une petite pique en public, je me sens obligé de réagir. Non, je ne suis pas financé par Google. Non, je ne suis pas un chantre de Google. En revanche, j'estime que de ma responsabilité vis-à-vis de ces GAFAM, c'est justement d'entamer un dialogue avec eux et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent de l'intérieur et d'essayer, tant que faire se peut, de pouvoir les faire évoluer, notamment dans les mesures qu'ils peuvent mettre en place sur la protection de l'enfance. J'ai fait partie, ça c'est pas à cacher, des bêta-testeurs de YouTube Kids. Et j'essaye, je suis le premier à leur dire en ce moment que YouTube Kids, pour moi, c'est une véritable aberration en l'état actuel des choses. Donc c'est juste que je privilégie le dialogue avec eux, parce que je pense que voilà, ils sont là, ils sont de plus en plus utilisés par les ados et nos enfants, donc autant entamer un dialogue constructif avec eux. Et puis par rapport à mon opposition par rapport au collectif, c'est pas une opposition par rapport au collectif, je pense qu'on est en face sur pas mal de messages, c'est juste la manière de les faire passer. Parce que notamment, pour la citer, Annelise Ducanda, qui est donc votre collègue qui se fait vilipender sur les réseaux sociaux, ce que je condamne tout à fait, parce qu'en effet, chacun a le droit de pouvoir exprimer l'opinion, d'autant plus que ce qu'elle dit n'est pas faux. C'est juste la manière de faire passer les messages qui, pour moi, contribue à l'effet inverse de celui escompté, c'est-à-dire déresponsabilise les parents en stigmatisant les outils. C'est juste ça. C'est que pour moi, ce qui me gêne, c'est de montrer ces outils comme étant responsables, alors que ce sont les pratiques qui en sont faites, et d'où la nécessité d'accompagner les adultes, d'où la nécessité de faire de l'accompagnement vers les enfants, parce que, en disant les écrans sont addictifs, les écrans, ou comme elle l'a dit chez Jean-Jacques Bourdin, j'ai constaté que des enfants de 3 ans se relevaient la nuit pour aller choper le téléphone portable de leurs parents et regarder des vidéos sur YouTube. Moi, personnellement, j'ai des enfants en bas âge. Ma fille est plutôt douée au niveau des... J'en connais pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Bon, peu importe, le sujet n'est pas là. Le sujet est de dire qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on accompagne. Et je pense, une fois encore, que c'est plutôt en accompagnant ces publics, en partant d'une réalité et d'un vécu, sans se mettre d'œillères, en abordant tous les sujets, qu'on pourra solutionner les choses, et non pas en voulant... montrer ces outils comme étant à l'origine de tous les maux actuels de notre société, parce qu'en ce moment, on a un peu l'impression que le numérique, c'est l'idiot utile pour notre société. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Bruno et Marion, merci beaucoup.